notes. Très bien, impeccable, ça marche. Ça a l'air de bien marcher. C'est super. Donc, en effet, ce qu'on disait par rapport au WhatsApp, c'est que, il y a plus la possibilité de mettre des messages. C'est pas à cause d'un message, en particulier ou de quelques messages en particulier. C'est juste que, les gens sont sur beaucoup de groupes WhatsApp, ouais, et donc, ils reçoivent plein de messages et cetera, à longueur de journée, et donc c'est pourquoi je me suis dit, pour cette nouvelle saison où on va commencer la semaine prochaine avec, les débats sur l'ORIC, heu, de, limiter en fait tout simplement les messages parce qu'il y a déjà tellement de gens qui reçoivent tellement de messages. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas à cause d'un message en particulier ou d'une personne en particulier, pas du tout, hein, c'est pas du tout à cause de ça. Ouais, c'est juste un surplus de messages, comment tu disais Vali, une somme de messages, ouais. Ouais, OK, très bien et ben bienvenue à iPhone. Et moi? Ah oui, Ah, c'est encore toi? attends, OK. progressivement, je vais tout mettre comme il faut. Ouais, d'accord, pas de souci, pas de souci. C'est ce qui est bien, c'est que ça fait pas d'écho, c'est pas comme sur Skype. Skype, ça fait un écho quand il y a 2 comptes, de la même personne. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Eh salut! Ah non, c'est Gina, OK. Oui, Je vous croyais que c'est m'entendez? Ah, oui, 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 super. On t'en je... on te voit pas, mais on t'entend bien. faut D'accord. cliquer Oui, sur la caméra vidéo. oui, mais là, j'achète... Attends, ouais, ben, voilà. Attends, je vais essayer de voir ça, paramètres. Très bien. OK. Très bien, donc j'ai juste coupé l'enregistrement pendant les détails, techniques. Très bien et donc on est dans quelle partie du texte? Est-ce qu'on est dans les conditions valides? Non, Non, on n'est pas dans les conditions valides. OK. On est dans bah, on fait la supposition correcte, donc c'est non valide. Elle ne réalise pas leur... voilà, Hmm. exactement. Donc, vous êtes, sûr de vous que les suppositions correctes ne sont pas des conditions valides? Elles ne réalisent pas leur objet, donc elles ne Oui. sont pas valides. C'est qui réalise son objet, donc qui est non erroné et Une condition valide est nécessairement non euh, erronée? pardon? Une condition valide est nécessairement non erronée? Ben, une condition valide, ben, oui, je pense. OK, donc il y a pas de condition valide inférentielle alors? Non, c'est ça, Qui ouais. qui sont conceptuelles C'est et ça. donc erronées? C'est pas c'est C'est pas non conceptuel et pourtant c'est non conceptuel et non erroné, non, la définition? d'une perception directe? Une condition valide, non? C'est quoi la définition? Ah, une condition valide, c'est qui a la définition d'une condition valide? Euh, Libre de conceptualisation et non erroné. OK, donc ça, ce serait une condition libre de conceptualisation et non erronée, ce serait la définition d'une perception directe, non? oui, Ah oui, c'est valide. Oui, c'est ça. Oui, je confonds toujours valide et puis... Ouais, une et- condition valide, c'est défini comme étant? ah, Donc finalement, c'est bien qu'on reprenne les débats sur l'ORIC à partir du 18 avril, non? Ça va nous permettre de bien approfondir tout ça. Mais bien sûr, on va pas parler tout de suite des conditions valides et des perceptions. On va d'abord parler des contradictions, équivalences et tout ça, bien sûr. On va y aller ah. pas à pas. Mais je OK. trouve que ça prête toujours à confusion la perception et la condition, parce que moi, chaque fois, je me fais avoir dans les définitions entre condition et perception. Mmh. Une fois par séance, au Oui, moins, je suis larguée dans les deux. oui, C'est alors vraiment, ce il qu'il faut faut que je voir, me c'est fasse un tableau. Il faut que je me fasse un tableau, ouais, perception et condition. Et ouais. là, j'ai décrit, et je pense que comme ça va être clair un jour, quoi. Ouais, c'est Sinon, dommage parce que j'avais une présentation qu'on avait faite au Pays-Bas du Centre Kalachakra. J'avais une présentation, mais j'arrive pas à retrouver ce diaporama. Je l'ai cherché l'autre jour, impossible de le retrouver. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cognition, c'est l'ensemble le plus vaste. mm, Ouais, quand on parle de la psychologie, une cognition, c'est l'ensemble le plus vaste. Ouais, donc une cognition, elle peut être soit une perception directe, soit elle ne l'est pas. oui, oui. Ouais. Si cette cognition est libre de conceptualisation et non erronée, à ce moment-là, c'est quoi? Une C'est perception directe. une perception directe.
Oui, Et oui. si cette cognition n'est pas libre de conceptualisation ou n'est pas non erronée, on ne peut pas la classer dans les perceptions directes. Ouais, donc elle sera autre chose. Ouais, très bien. Donc ça veut dire que la cognition, c'est l'ensemble le plus vaste. Ouais. Et donc certaines cognitions sont des perceptions directes, certaines cognitions n'en sont pas. C'est ça que ça veut dire. Mais une perception directe, elle est nécessairement une cognition. Vous êtes d'accord? Oui, C'est nécessairement un événement cognitif. Ouais. Donc il y a combien de possibilités entre perception directe et cognition? 4. Quatre. Ah, ok. Donc il y a des, bien sûr, des bases communes, ça vous le savez. Ben, une cognition est une perception. Ouais, donc par exemple, un truc très précis, par exemple, une perception visuelle qui appréhende un objet. Mm, Ouais, c'est une perception directe. mm. Ouais, une perception directe visuelle, pour y aller plus clair, une perception directe visuelle est nécessairement une perception directe, vous êtes d'accord? C'est dans son nom, ouais. Ok. Oui, oui. Mais c'est nécessairement une cognition, parce que c'est quoi la définition d'une perception directe? C'est Elle est, libre de Ouais, conceptualisation et mais non la erroné. définition précise? Ah, la définition précise. c'est oui, non erronée et conceptuelle. Une directe ou une indirecte? Pardon, Directe. Perception directe? j'ai pas compris. Une perception Ah, directe? conceptualisation et non erronée, c'est J'ai pas l'inverse. entendu le début, excuse-moi Sabine, j'ai pas entendu le début. Pardon, c'est une cognition libre de conceptualisation. Ah, J'ai oublié cognition, c'est pour ça que tu n'as pas entendu. oui. Ouais, il faut être très précis dans les définitions. Ouais. C'est Ouais. une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Vous aviez raison sur le reste, bien sûr, libre de conceptualisation et non erronée. Mais il faut spécifier que c'est une cognition, hein, parce que par exemple, sinon les news qu'on a regardées hier, elles étaient libres de conceptualisation et elles étaient non erronées, ouais, si elles sont corroborées par l'AFP, etc. Ouais. Ok, donc on est dans le domaine de la cognition quand on parle d'une perception directe, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, parce que la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, donc une perception directe est nécessairement une cognition. Ouais, ça joue ou pas? Mhm. Ok, très bien, bravo, bravo. Très bien. Et donc, si on dit en effet une perception directe visuelle, c'est à la fois une perception directe et une cognition, forcément, parce que c'est une perception directe. Ouais, ok. Maintenant, si on parle d'une cognition qui ne serait pas une perception directe, C'est une indirecte. oui, C'est oui, donc par exemple, inférentielle. une Une co- cognition. ou inférentielle, j'ai dit. Voilà, une cognition inférentielle, par exemple. Ouais, une cognition inférentielle, elle est conceptuelle, vous êtes d'accord? Donc, si elle est conceptuelle, est-ce qu'elle peut être libre de conceptualisation? Euh, Non. Et si elle est conceptuelle, elle est nécessairement erronée. Donc, est-ce qu'elle peut être non erronée? Une inférentielle, elle est non erronée si elle s'appuie sur les trois modes, là, si elle a vérifié trois choses. Ah, ok. Donc, ça, il va falloir qu'on en parle aussi. Très bien. Donc, que veut dire une cognition erronée? Une conscience erronée? Il se trompe par rapport à l'objet d'engagement. C'est toi. Ah, qui se trompe? Apparent. Ah oui, Apparente et pas apparent. engagement, oui. Qui se trompe à l'égard de Mm. son objet apparent. C'est ça une cognition Oui. erronée, ouais. Mm. Ah, d'engagement, ouais. Si c'était à l'égard de son objet d'engagement, ce serait une Une cognition fausse. Fausse. Cognition fausse. fausse, oui. Ouais. Bravo, oh là là. C'est magnifique. Très bien, 20 points pour Gryffondor. Ok, parfait. Donc maintenant, maintenant, on a dit, ok, qu'est-ce qui pourrait être une cognition, mais pas une perception directe? Bah, une cognition conceptuelle, une conscience conceptuelle, une cognition Oui. inférentielle, etc. Ouais. Mm. Ok. Maintenant, si vous dites quatre possibilités, qu'est-ce qui pourrait être une perception directe, mais pas une cognition? Mm. C'est pas possible. Mm. Ouais. Ah oui, c'est C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, exactement. Si c'est une Mhm. perception directe, c'est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc, c'est nécessairement une Mm. cognition. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Ni une cognition, ni une perception directe? La forme? Mm. Une chaise. La forme, une chaise, etc. Bravo. Donc, combien de possibilités entre cognition et perception? Ah, Trois. Mm. Exactement. Ouais. Toi, oui. Très bien, Mm. bravo. Et donc là, on a dit erroné et non erroné. Est-ce que erroné et non erroné, c'est contradictoire? ben, Mm. Trois possibilités, je dirais. moi, je Entre dirais
Ah, Non, Cognition erronée, cognition non erronée, entre table et non table, est-ce qu'on a des bases communes? non, non, Entre non, table et non table. Soit c'est une table, soit c'est pas une table, vous êtes d'accord? Oui. non, Ouais. Donc soit c'est une cognition erronée, soit ce n'est pas une cognition erronée, vous êtes d'accord? non. Ok. Donc il ne peut pas y avoir de base commune. non. Mais on avait parti sur faux et erroné, c'est ça? Alors là, on parle pas de faux, là, juste erroné et non erroné. Ouais. Ah, non, ok, c'est pour ça que je t'ai Ouais. oublié. Ok, 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 Ouais. ok. Sinon, oui, faux et erroné, là, ce serait autre chose. Ouais. Mais Oui, entre ok, ok, erroné et ok. non erroné, est-ce qu'on peut avoir des bases communes? Non. Non, c'est pas Non. possible. Exactement. Très bien. Ok, c'est super. Donc, maintenant, une condition erronée, est-ce qu'elle peut malgré tout être en accord avec la réalité? Est-ce qu'elle peut être factuellement concordante? Elle est juste erronée, elle n'est pas fausse. Alors, donc, elle Oui, est. exactement, elle n'est pas nécessairement fausse, tout à fait. Donc la Ouais. supposition correcte est erronée, mais elle n'est pas fausse, puisqu'elle est en Oui. accord. Exactement, la supposition correcte en particulier est erronée. Pourquoi? Elle est erronée parce qu'elle est conceptuelle, Oui, et puis qu'elle est en accord avec la réalité, donc elle n'est pas fausse. exactement, tout à fait. Ouais, les conditions fausses sont nécessairement en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais. Non. Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, la supposition correcte n'est pas une perception directe, elle n'est pas une cognition qui réalise son objet. Ouais. Parmi les cognitions erronées, non erronées, elle est nécessairement erronée, puisqu'elle est conceptuelle. Ouais. Et elle n'est pas fausse. Ouais. Donc, c'est Non. un petit peu un genre de nuance, de zone de gris entre les cognitions fausses, les cognitions qui réalisent leurs objets, etc. La supposition correcte ne réalise pas son objet, mais elle n'est pas fausse pour autant. Ouais. Oui. Ok, il y aura celle qui suit dans le texte qui va être similaire. Ouais, la cognition inattentive. Elle n'est pas fausse, mais elle ne réalise pas son objet pour autant. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la supposition correcte, en effet, elle est définie de manière diverse et variée en fonction des manuels, mais elle n'est pas infaillible. Ouais, elle n'est pas infaillible et donc elle est faillible. Ouais, elle n'est pas infaillible, ça veut dire qu'elle ne réalise pas son objet, tout simplement. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ok, Non. très bien. Et donc, il y a les différents types de suppositions correctes, celles qui s'appuient sur une raison, celles qui ne s'appuient pas sur une raison, ça on l'a déjà vu. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Recognizing Reality, Geshe Dreyfus dit que selon Sakya Pandita, dans la tradition Sakyapa, il n'y a pas de supposition correcte. Ouais, Sakya Pandita va dire c'est un doute. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Ouais. Mais dans la tradition Gelupa, on dira le doute hésite entre deux possibilités, vous êtes d'accord? Ouais. Oui, Non. Alors que la supposition correcte n'hésite pas. Ouais, Oui. on dit comme dans la pub pour les assurances, je sens que je sais que je le sens. Ouais, ouais. ben, on suppose que c'est correct. Exactement. On suppose que c'est correct, donc on n'est pas en train d'hésiter. On n'est pas en train de, ouais, on n'est pas en train comment dire, de fluctuer entre une possibilité et une autre. On se dit, il est nécessairement 4 heures. Ouais. Voilà. J'avais une question par rapport à cette supposition correcte. Parce que là, il y a quand même des suppositions correctes qui sont très différentes. Par exemple, quand je dis, bah, il y a un train qui va arriver à 7h15 et bon, je sais qu'il va arriver. Donc, tous les matins, je prends le train à 7h15, donc je sais qu'il va arriver à 7h15. Donc, je pars de chez moi en disant, le train va partir à 7h15. Donc, ça, c'est une supposition correcte, en fait, Oui, parce que je ne l'ai pas exactement. vérifié. Voilà. Donc, après, il y a aussi le fait que demain matin, il va faire jour à 7h. Oui, Ça aussi, c'est une supposition correcte. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus sûr. oui, À partir de quel moment, ce n'est plus une supposition correcte, à partir de quel moment, c'est une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais, j'essaie demain matin. Il y a quand même un moment où sa supposition correcte est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a toute une gamme de, comment je peux dire, de choses qui fait qu'au bout d'un moment, c'est la vérité. Où je fais la différence? Ma question précisément est comment je fais la différence entre une supposition correcte et quelque chose que je sais? mais pour le lever du soleil, moi je dirais que c'est plus une référence, non?
Oui, mais comment je fais la différence, toi? C'est Parce ça la que différence. c'est- À ça, quel moment je fais la on le différence entre sait, ouais. supposition? Parce que c'est en dépendance d'une expérience. En dépendance d'une expérience, on a tellement vécu d'années où, avec le changement des saisons, avec le rapprochement de la planète par rapport au Soleil, par rapport à l'axe Mhm, qui change légèrement au fil de chaque tour qui passe, etc., qu'on peut établir des lois physiques. Ouais, les mhm, lois mhm, physiques sont des inférences qui sont établies sur la base d'une expérience valide. Donc, ça veut dire que à force de savoir que à tel, par exemple, le 11 avril, chaque 11 avril, on sait que même avec des fluctuations très minimes, on mhm, sait qu'aux alentours de 7 heures, il fera jour. Ouais, parce que c'est en dépendance de où en est la planète par mhm, rapport à l'ellipse mhm. qu'elle fait autour du Soleil et par rapport à son axe, etc. Donc là, ce sont des inférences. C'est comme les lois physiques, non? D'accord, d'accord. Ouais. Mais oui, mais dans ma vie courante, bon, ça c'est un exemple à peu près clair, mais dans ma vie courante, je m'attends au moment à quelque chose que je suppose d'arriver et comment, enfin, pas dans, enfin, par exemple, quelqu'un qui va me répondre d'une telle manière, donc du coup, je pars du principe qu'il va me répondre de telle manière. Ouais, Mais le fait que moi, je m'attends qu'il va répondre comme ça, je provoque aussi ça quelque part. Toi, je trouve que c'est pas évident à gérer ça, tu vois, cette supposition correcte par rapport aux certitudes. C'est pour moi vraiment une ouais, brèche ouais, ouais. que... Pour les réactions humaines, ça, c'est très, très imprévisible, hein. Il Ouais, suffit ouais, que la ouais, personne soit mal lunée ou au contraire, se soit levée du pied droit, etc. Et à ce moment-là, c'est très différent. Donc là, on peut pas, on peut, c'est difficile. On peut se dire statistiquement, c'est comme des statistiques en fait. Les statistiques, c'est Hum, jamais vraiment très sûr. Ouais. hum, On sait que statistiquement, il est tout à fait possible que la personne réagisse comme ci ou comme ça parce que il y a un ensemble de causes et conditions dans son caractère, etc., la façon dont on va prononcer la phrase, etc. Donc, statistiquement, on peut se dire il y a des chances qu'elle réagisse comme ça, mais il n'y a aucune certitude absolue dans ce cas-là. Mais du coup, ça laisse quand même l'ouverture en me disant, ah bah, dans quel moment je suis dans la supposition et quel moment je suis dans une espèce de certitude, bah, de me Ouais. placer plus au niveau de la supposition que ça me donne plus d'ouverture. Je trouve Ouais. que c'est un point important quand même, non? Alors, c'est difficile pour la supposition parce que la supposition, elle ne se valide pas toute seule, en fait. C'est ça qui est Hum, intéressant, où elle ne s'invalide pas toute seule. Ça veut dire qu'il faut une double vérification. Ouais, d'accord, ça ok. veut dire que quand on dira la phrase et que la personne réagira comme on voulait qu'elle réagisse ou comme on pensait qu'elle allait réagir, etc., là, on pourra vérifier, ah bah tiens, c'était une supposition correcte. Ouais. Ou même un type d'intuition. Il y a des types Hum, d'intuition où on se dit, tiens, je suis sûr que j'aurai une place de parking là, ou que ceci et que cela, etc. hum, Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus une supposition correcte qui va être corroborée par une cognition valide. Ouais. hum, Mais en effet, la supposition correcte, de toute façon, elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine d'elle-même. Ouais. Donc, elle hum, doit, par exemple, pour l'exemple de 4 heures, vous regardez votre montre à 4 heures et la montre est cassée à 4 heures, vous vous dites, il est 4 heures. Ouais. Mais c'est par la suite, quand vous regardez à nouveau votre montre une heure après, que vous dites, ah bah tiens, bah, il est encore hum, 4 heures une heure après. Et donc, là, dans ce cas-là, c'est une cognition valide de votre erreur. Vous vous dites, tiens, je m'étais trompé. Donc, dans ce cas-là, hum, c'est une autre cognition qui vérifie, qui infirme que votre supposition correcte était simplement une supposition correcte. hum, 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 Ouais. hum, Mais la supposition correcte, par elle-même, elle ne se valide pas. Mais même les cognitions valides, elles ne se valident pas toutes seules, elles-mêmes, pas toutes. Ouais, il y a des cognitions hum, valides hum, qui s'authentifient elles-mêmes ou des cognitions valides qui sont authentifiées par une autre cognition valide. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Ouais. hum, Ouais. hum, Donc après, savoir si on est dans une supposition correcte ou pas, en effet, la plupart du temps, dans de nombreux cas, on est soit dans la cognition fausse, soit dans le doute, soit dans la supposition correcte. Pourquoi? Parce que on ne réalise que très peu de choses en réalité. oui. Sauf quand c'est sensoriel. Quand c'est sensoriel, on réalise le goût du café, on réalise la couleur du ciel, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont très faciles.
mais par rapport, par exemple, aux réactions humaines, par rapport à la situation dans le monde, la géopolitique, par rapport au lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, etc., on a beaucoup de suppositions correctes, ouais. Mhm. Et on a aussi beaucoup d'inférences qui se fondent sur le pouvoir du témoignage valide. Ouais. Par exemple, hier soir, Venerable Geshe Losel a terminé ses classes dans Explorer le bouddhisme sur le débat, le raisonnement, etc. Et donc, il dit en effet que, par exemple, qui d'entre nous a certifié par lui-même ce qu'est le Groenland, par exemple? Ouais. Mhm. Ouais, qui l'a vu directement, etc. Ouais, donc, on sait que le Groenland existe, mais est-ce que on en a tous une cognition valide, directe, ou par le Mhm. fait, ça pose question. Ouais, donc c'est plus une Mhm. adhésion par rapport à comment dire, une connaissance humaine, ouais, Mhm. un témoignage valide. On sait que le Groenland existe, même si on n'y a jamais été. Ouais, on sait que la Lune Mhm. est poussiéreuse, même si on n'y a jamais été, etc., etc. Ouais. Mhm. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus qu'une supposition correcte, c'est une inférence qui s'appuie sur le pouvoir de conviction. Mhm. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, 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 oui. Ok, mais c'est pas évident, hein. Au moment où on est dans une supposition correcte, est-ce qu'on le sait que c'est une supposition Mhm. correcte? Là, c'est compliqué. C'est une double vérification qui pourra nous dire, ah bah Mhm. c'était une supposition correcte ou ça n'en était pas une. Ouais. Mais on Mhm. a Et une puis idée après, quand même. Si on suppose, c'est qu'on a une idée. Oui, 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 on a une idée et cette idée, elle est en accord avec la réalité. Mais sauf qu'on ne le sait pas au moment où on a cette idée. On pourrait très bien avoir une idée fausse. Ouais, Oui. mhm. on pourrait se dire, tiens, je suis sûr que je vais avoir une place de parking libre et en fait, c'est pas le cas. Ouais. Et donc, où on pourrait se dire, ah bah, je suis sûr qu'il est 4 heures parce que mon ordinateur le montre qu'il est 4 heures. Mais peut-être qu'il n'a pas été mis à jour, peut-être qu'il n'a pas fait le changement d'heure, etc., etc. Ouais. Donc, Mhm. c'est compliqué. Ouais, Oui, au on moment n'est pas où on a vraiment cette... sûr. Hein, Ouais, pardon? ouais, ouais. On n'est pas vraiment sûr. Oui, exactement. Il n'y a que la cognition valide, normalement, qui certifie son objet, qui est sûre d'elle-même. Ouais. Oui. Mhm. Puis, ce que je trouve drôle, c'est que souvent après les suppositions correctes, on dit, ah, je le savais. Oui, Mais en fait, on ne le savait pas, on n'a pas réalisé. C'est seulement la réaction, ah, bah, je le savais, mais non, oui, on ne savait exactement. pas. Tout à fait. On ne le savait pas. On était dans un état d'esprit qui était conforme, qui était factuel, qui était conforme à la réalité, mais Mhm. on ne le savait pas. Ouais, exactement. Même si on se dit par la suite, ah ouais, je le savais et tout, en fait, non. Mais c'est nappe, ouais. Ouais. C'est ça qui est Tout drôle. à fait. Par contre, si c'est une cognition valide, dans ce cas-là, oui, on peut dire, ah oui, je le savais. Mhm. Ouais. Si par exemple, on a appris, par exemple, un jour, on a appris la définition, par exemple, d'une perception directe ou d'une cognition valide. Tiens, une cognition valide, parce qu'on ne l'a toujours pas donnée. Et Si je libre. vous demande ouais, la cognition valide, vous pourriez dire, ah, mais ça, je le savais, parce que vous l'aviez appris il y a quelques mois, mais Ouais. vous l'avez oublié entre-temps. Donc là, vous pouvez dire, je le savais, je l'ai su. Ouais, je le suis, ouais. Ouais, donc c'était quoi la cognition valide? C'était quoi la définition? Parce qu'on l'a toujours pas donnée d'ailleurs. C'est une condition nouvelle et infaillible. Voilà, exactement, tout à fait, Gina. Ça En n'a rien plus, à j'ai voir. révisé hier. Donc tu peux dire, je l'ai su hier, je le savais hier. Ouais, c'est tout à fait ça. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Mhm. Ouais, ok, Ouais, ouais. très bien. Et donc, pour revenir à notre texte, ok. Alors, on en était à euh, la page 144 ou 145, non? Ouais, dans ces pages-là, enfin moi j'étais pas, j'ai regardé en replay, mais Ouais, ça c'était doit être dans ça. ces pages-là, oui. Ouais, ça doit être marqué sur la vidéo. En général, sur la vidéo, je marque le numéro de page. Ouais. Ok, très bien. Et donc, on pourrait reprendre un petit peu en bas de la page 144 de façon similaire le trésor de raisonnement de Sakya Pandita, on en a parlé tout à l'heure. Les suppositions correctes ne sont pas plus de trois, ne dépendant pas d'une raison, qui, en tant que simple affirmation, peut basculer dans le doute, dépendant d'une raison valide et dépendant d'une pseudo-raison. Ouais, d'une raison fausse, on pourrait dire. Et c'est intéressant parce que dans Recognizing Reality, Geshe Dreyfus dit que Sakya Pandita réfute la supposition correcte. Il dit que c'est un type de doute
Ouais, et ils disent ce qui est vraiment super étonnant, ce qui est incroyable, c'est que dans la tradition Gelugpa, on va dire que Sakapindita corrobore le fait qu'il y a des suppositions correctes, alors qu'en fait, il ne fait que dire qu'il n'y en a pas, que ce n'est qu'un type de doute. Ouais. Donc c'est intéressant ici. C'est pourquoi ici le texte de Geshe Jampel Sampen, qui est en italique, semble vouloir dire que Sakapindita dit il y a trois types de suppositions correctes, alors qu'il réfute le cas. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas grave. Donc, pour Sakapindita, une supposition correcte, c'est un type de doute. Ouais, et donc le doute Mm. peut reposer sur une raison fausse, etc., peut reposer sur une absence de... sur quoi, c'était quoi? Dépendant d'une raison valide, ouais, dépendant d'une raison fausse. Ok. Et ne dépendant pas d'une raison, de toute façon. Ok. Donc ici, il faudrait en effet vérifier. Mais si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, c'est vers les pages, c'est juste avant le passage sur la cognition inattentive. Donc c'est les pages 391, 394 dans Recognizing Reality. Ouais. Ok, donc c'est tout le début du chapitre sur ces questions-là dans Recognizing Reality. Ok, très bien. Et donc, une autre définition d'une supposition correcte est une cognition propositionnelle qui, sans dépendre d'une expérience ou d'une raison valide qui serait son support, appréhende de façon univoque et non fausse, pas non erronée, mais non fausse, son objet d'engagement, mais n'atteint pas un objet pour lequel les suppositions ont été éliminées. Ouais, on trouve différentes définitions. Geshe-Dreyfus en donne plusieurs dans les notes dans Recognizing Reality. Et par exemple, vous avez plusieurs manuels. Forcément, à chaque fois, vous avez des grands maîtres qui vont écrire leur propre manuel avec des différentes définitions. Ouais, ok. Donc, je crois que cette définition qu'il donne ici, c'est celle de Kunkian Jamian Shepa, où il donne la définition, en effet, d'une supposition correcte. Euh, voilà, exactement. Nyongtop, Nyongtop dans rangi ten tensi, ni kanro la tene, musu jodok chebe nyeba, nyeba ni kanro dans deshin, rangul denba la tachi du sardo, shenbe lo yinbade. Ok, donc c'est très très similaire à ce qui est mentionné ici. C'est-à-dire que ce n'est ni par le pouvoir de l'expérience, ni par le pouvoir d'une raison valide, ouais, où on s'appuie sur une raison valide, etc. Et donc ici, Kunken Jamyang Shepa donne cette définition. Ouais. Ok, ouais, aucune des deux. Et donc, exactement, ça ne tranche pas les surimpositions de manière explicite. Ouais, ce n'est pas une certitude qui tranche les surimpositions de manière explicite, soit en s'appuyant sur une raison valide, une raison, soit en s'appuyant sur l'expérience, exactement. Et malgré tout, elle se dirige de manière univoque vers son objet. Et elle est nouvelle. Et elle est conceptuelle. Et donc, ça semble être cette définition donnée ici. Une cognition propositionnelle, donc qui est conceptuelle en effet, qui, sans dépendre d'une expérience ou d'une raison correcte qui est son fondement, appréhende de façon univoque et de manière non fausse son objet d'engagement, mais n'atteint pas un objet pour lequel les surappositions ont été éliminées. C'est très, très similaire à la définition donnée par Kunkien Jamiang à Jepong Gomang. Ouais, donc ça c'est vraiment super. On retrouve ce texte-là. D'ailleurs, ce texte avait été commenté par Otok Rinpoche au Salève il y a quelques années en arrière. Ouais. Donc il a eu une immense bonté de nous expliquer ce texte-là il y a longtemps. Ok, très bien. Et donc, ça, ce serait une définition donnée à Depongomang. Cette définition ne diffère pas des deux autres posées plus tôt, en effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'est pas fausse, comme on l'a dit. Elle n'est pas factuellement discordante. Elle est factuellement concordante et elle est univoque. C'est ça qui fait que chez les Gelugpa, il y a une différence entre les suppositions correctes et le doute. Parce que le doute, il est équivoque. Vous êtes d'accord? Ouais, ok, alors que la supposition correcte, c'est je sais qu'il est 4 heures, je pense que je sais qu'il est 4 heures. Ouais, c'est exactement ça. Très bien. Ensuite, Geshe Jampel Sampel continue, il dit ici, expérience doit être entendue comme ne dépendant d'aucune des trois. L'expérience qui survient par la méditation, l'expérience de l'auto-perception ou la claire expérience qui n'est aucunement mêlée à une généralité de sens. Ouais, ok.
Très bien. Donc, l'expérience qui survient par la méditation, c'est très spécial. Ouais, ça veut dire que une sagesse qui survient de la méditation, c'est quelque chose qui est quand même sur les voies. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une certaine réalisation, une certaine élévation spirituelle. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, l'autocognition, ça, on en a déjà parlé. Ouais, l'autocognition est nécessairement une expérience directe aussi. Ou alors la claire expérience qui n'est aucunement mêlée à une généralité de sens. La claire expérience, c'est quoi? C'est l'apparence claire. Ouais, c'est ce que dira Acharya Dharmakirti, d'ailleurs, qui est cité par Dhyamyen Shepa juste après dans le texte, voilà, Sarva Nava, euh, Sarva Nava. Ah, j'ai oublié la citation, mais c'est pas grave. Ah oui, Sawana wa Chengilo, Deni de la pa deux, ouais, Torme 2, ouais, Deni de la Torme 2. Il dit, dès l'instant où il y a l'apparence claire, où c'est une cognition qui a l'apparence claire, c'est nécessairement ce qui est accepté comme étant une cognition non conceptuelle. Quand il y a l'apparence claire d'un objet, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. Ouais, ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais, par exemple, ici, vous avez l'apparence claire de l'écran. Exactement, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. Votre conscience visuelle n'est pas en train de penser. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ça joue? Ouais. Mhm. Et il y a combien de possibilités entre réaliser et l'apparence claire? Quatre? Trois? Alors, entre quoi et quoi? Réaliser quelque chose Oui. et avoir une apparence claire. Donc, du coup, il y a trois possibilités. Non, quatre. Trois. Ah, trois et Trois. demi, alors au moins trois. Au moins trois. Oui, avoir l'apparence claire, une cognition qui a l'apparence claire et une cognition qui réalise son objet. Est-ce qu'il y aurait Voilà, c'est ça. des bases communes, par exemple? Qu'est-ce que seraient les Bah, bases communes? pas réaliser l'écran. C'est l'histoire de l'écran. Parce que je Oui, réalise qu'il y a un écran. oui. Je réalise qu'il y a un écran et c'est une apparence claire. Il y a les deux, là. Exactement. Ouais. Une, par exemple, une cognition valide visuelle. Ouais. Mhm. Oui, Elle voilà. réalise son objet nécessairement, puisque la définition d'une cognition valide, c'est Une cognition nouvelle, infaillible, non mm, erronée, et qui réalise oui, qui réalise son objet, et qui est non mm, conceptuelle. avant une Mhm. cognition valide. Ah, non, 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 à chaque fois je me trompe. Inférentiel peut être valide. Pardon. Oui, Ok. oui, oui, oui. Ok, très bien. Donc, une cognition valide, ouais, une cognition valide visuelle, c'est une cognition valide, vous êtes d'accord? Mhm. Oui, Mhm. ok. Comme disait Vali, justement, quand vous avez une conscience visuelle qui réalise son objet, etc., c'est nécessairement direct, c'est nécessairement non conceptuel, puisque c'est visuel. Mhm. Ok. Et c'est valide, elle réalise son objet, puisque c'est une cognition valide. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Très bien. Donc, une cognition valide, c'est défini comme étant? Une cognition nouvelle qui réalise son objet par son propre pouvoir. Oui, exactement. Ça, c'est la définition similaire à celle que donne Kedubje. Ouais. Quand on dit sardu en tibétain, nouvellement, ça veut dire par son propre pouvoir. Ouais. Alors, wandu, comme dira Kedubje. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est une cognition nouvelle et infaillible. En général, c'est la définition qu'on donne, mais il y a aussi celle de Kedubje qui est beaucoup plus parlante. Ouais. Ok. Mais en général, ici, dans notre contexte, dans ce texte qu'on étudie là, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Ça vous parle? Oui, Mhm. Ouais. ça. Ok. Très bien. On dit que c'est une cognition. Pourquoi? Parce que c'est pour contrecarrer les Vaibhashika qui disent que les facultés qui sont de la matière appréhendent leurs objets aussi. Donc ça, on va le réfuter en disant que c'est une cognition. Il faut que ce soit une cognition, un événement cognitif. Ouais. Nouvelle, pourquoi? Parce que les subséquentes ne sont pas nouvelles. Et donc on écarte les cognitions subséquentes en disant nouvelle et infaillible. Ouais. Ok. Et elle est infaillible, pourquoi? Parce que ça réfute la possibilité qu'une supposition correcte soit une cognition valide, par exemple. Ouais, ça joue? Mhm. Mhm. Donc ces trois éléments d'une cognition valide sont très importants. Ok, très bien. Et donc cette cognition valide visuelle qui appréhende son objet, elle est nécessairement une cognition qui a l'apparence claire de son objet, parce qu'il n'y a pas de Mhm. généralité de sens. Ouais, ok. Donc c'est une base commune entre les deux. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir Mhm. une cognition qui a l'apparence claire de son objet, qui n'est pas une cognition valide, ou qui ne réalise pas son objet? C'était ça, qui ne réalise pas son objet?
On voit pas. Ça n'existe pas? Une cognition qui ne réalise pas son objet, ben c'est une cognition fausse. Oui, par exemple. Est-ce que si c'est une cognition qui ne réalise pas son objet, est-ce que c'est nécessairement une cognition fausse? Non, c'est une subséquente, elle réalise pas son objet aussi. Ouais, ok, Ah, ok, ok, ok. une cognition subséquente n'est pas définie comme étant une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Si, c'est Si. ça. C'est la subséquente, oui, c'est une cognition qui était déjà, enfin, en raison d'une cognition valide, Oui, elle réalise ce qui a déjà été réalisé par une cognition valide. exactement. Donc une cognition subséquente réalise nécessairement son objet, vous êtes d'accord? Oui. C'est une Donc on peut supposition pas. correcte. C'est-à-dire. Ah, voilà, la supposition correcte ne réalise pas son objet, ouais. Mais est-ce qu'elle a l'apparence claire de son objet? Bah oui. Non, justement, Non, pourquoi? non plus. Ah Parce que, oui, ok. pourquoi? Pourquoi une supposition correcte n'est pas une cognition qui a l'apparence claire? Parce qu'elle est conceptuelle, non? Oui, elle est conceptuelle. Parce qu'elle est conceptuelle. Or, une cognition qui a l'apparence claire est nécessairement dénuée de généralité de sens. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Ouais. Non? Oui, oui, la définition. Ok, très bien. Donc, une cognition qui a l'apparence claire de son objet, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. On peut le formuler comme ça. Ouais, une cognition qui n'a pas une généralité de sens comme objet d'appréhension, un objet appréhendé, un objet apparent, on pourrait dire. Donc, c'est une cognition non conceptuelle. C'est ça, une cognition qui a l'apparence claire de son objet. Ouais, essayez de bien garder ça. L'apparence claire, ça veut dire qu'il n'y a pas l'obstacle entre la conscience et son objet, l'obstacle qui serait la généralité de sens, le concept. Il n'y a pas de concept. Ouais, ça joue. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une cognition qui a l'apparence claire de son objet et qui ne réalise pas son objet? Qu'est-ce que ce serait? Bah, c'est les inattentifs, non? Je sais pas. Par Non. On exemple, n'arrive pas, non? exactement, Ouais. oui, tout à fait, les inattentives. Les inattentives sont nécessairement des cognitions non conceptuelles, non? Mm, Ouais. Et malgré tout, elles ne réalisent pas leur objet. Donc, ça va très mm, bien dans cette catégorie-là. Bravo. Maintenant, les cognitions qui réalisent leurs objets, mais qui ne sont pas des cognitions ayant une apparence claire, donc qui sont des cognitions conceptuelles et qui ne réalisent pas leurs objets, c'était quoi? Et qui est réaliste, a dit l'objet, non? Oui, parce que là, on compare cognition qui a l'apparence claire de son objet et cognition qui réalise son objet. Mais ce qui n'est pas une apparence claire, Ouais. donc c'est un Donc, concept, et ce qui réalise son objet, ça peut être une inférence, là, alors. voilà, exactement. Oui, qui réalise son objet et qui n'a pas une apparence claire. Donc, à ce moment-là, c'est une inférence, par exemple. Ouais, vous êtes d'accord? mhm, Ouais. Ou alors, ça pourrait être quoi? Une cognition subséquente conceptuelle. mm, Ouais. Elle réalise ce qui a déjà été réalisé, elle est conceptuelle, donc elle n'a nécessairement pas l'apparence claire de son objet. Vous êtes d'accord? mhm. Ok, maintenant, ni l'un ni l'autre dans les cognitions. Parmi les cognitions, lesquelles ne seraient ni celles qui ont une apparence claire, ni celles qui réalisent leurs objets? Une fausse, une cognition fausse. N'importe laquelle, parce qu'il y a les cognitions fausses non conceptuelles. Non, elle doit être, non, elle doit être conceptuelle, une fausse concept. Ok, une fausse conceptuelle. Ok, voilà, exactement, une cognition fausse conceptuelle. Ouais, une cognition conceptuelle qui pense que le son est permanent, par exemple. Mm. Ouais. Elle n'a pas l'apparence claire de son objet parce qu'elle est conceptuelle et elle ne réalise pas son objet parce que c'est une cognition fausse. Ouais, donc combien de possibilités entre cognition qui a l'apparence claire de son objet et cognition qui réalise son objet? Ça fait pas quatre. Oui, Quatre. exactement, 4. Oh là là, bravo, c'est Ok, magnifique ça. ok. Ouais, ok, donc désolé, j'aurais pu vous mettre des diapos, hein, mais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on allait débattre de ça. Mais pour les débats, quand on fera à partir du 18 avril et on aura bien maîtrisé le système du débat, les comparaisons des phénomènes, on aura des diapos, bien sûr, pour essayer de mieux comprendre tout ça. Très bien, ok. Ok, très bien. Donc ensuite, Geshe-Jampel Sampel continue et dit, si la définition est posée de cette façon, il me semble que tout ce qui est une conscience ne serait pas nécessairement l'une des sept consciences. Ouh là là, ça pose question. Si c'est Oui. une cognition, vous savez qu'il y a une division septuple des cognitions. C'est quoi la division septuple? Eh ben,
que vous connaissez par cœur? Les perceptions directes. Perception directe, ou dans certains cas, perception directe valide. Dans certains cas aussi, par exemple, Venerable Gandamdul lui parle de perception directe valide. Ok, donc perception directe ou perception directe valide. Ensuite, Dans les Les, perceptions, oui, ensuite quoi? les inattentives, non, Les c'était pas ça. inattentives, ouais. Les fausses, les erronées et tout ça. Voilà, cognition fausse. Ensuite, ouais, Correct. Correct. supposition Le, correcte, ok. Ensuite, le doute. le doute. les Ensuite, quoi? indirectes, les cognitions indirectes, donc Euh, les, Hmm, les conceptuels. ouais. Concept subséquent. Oui, subséquente, ok. Très bien. On y arrive. Ok. Parce que parmi la division septuple, certaines sont conceptuelles et certaines ne le sont pas. Ouais, donc c'est pas une division spéciale. Ouais, cognition conceptuelle. Ouais, ça fait partie des divisions bipartites. Ouais, si on divise toutes les cognitions, certaines sont conceptuelles, certaines ne le sont pas. Ouais. Mais enfin, si c'est une cognition, soit elle est conceptuelle, soit elles ne le sont pas. On pourrait dire comme ça. Mais c'est pas ça fait pas partie des divisions septuples. Ouais, division septuple, c'est perception directe, cognition inférentielle, on a oublié d'en parler. ah, Cognition inférentielle, cognition subséquente, oui. Ensuite, supposition correcte, doute, inattentive et cognition fausse. Voilà, vous les connaissez par cœur, bravo, super. Et puis, donc, ici, Geshe Jean-Paul Sampel dit que si c'est une cognition, ce n'est pas nécessairement l'une des divisions septuples. Ouais. Et donc, ça pose question. Ok. Il dit en effet. L'absorption méditative sur l'aspect répulsif, ouais. Quand on essaie de développer le renoncement, quand on essaie de ne pas être trop dans l'avidité par rapport au corps humain, par exemple, on essaie de penser au fait qu'il y a des squelettes partout, etc., qui apparaissent sur la planète, etc. Ouais, on pense à tous ces corps en décomposition, etc. On se dit c'est la nature du corps en réalité. Ouais, et donc ça, c'est l'aspect répulsif. Il y a une absorption méditative sur l'aspect répulsif qui finit par, au bout d'un moment, faire apparaître des cadavres partout et des squelettes partout. Ouais, comme dans un film d'horreur. Et donc, et donc, la personne n'a plus besoin de visualiser. Au début, elle visualise, mais à la fin, ça apparaît spontanément à sa conscience. Ouais. Il y a d'autres absorptions comme ça où le yogi médite sur l'élément eau. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, donc au début, il visualise que tout est fait d'eau. Au bout d'un moment, il n'a plus besoin de visualiser, tout apparaît comme étant de l'eau. Ouais. Et il ne visualise plus. Ouais, ok. Donc ici, il y a cet aspect répulsif, il y a aussi la grande compassion dans le continuum d'un apprenti, ouais, d'un non-Bouddha. Ouais, c'est ça que ça veut dire, un apprenant ici ou un apprenti. Vous savez que seuls les Bouddhas ou les Arhats, etc., sont des personnes qui sont sur la voie au-delà de l'apprentissage. Ouais. Ashaik Shamarga en sanskrit. Au-delà de l'apprentissage, pourquoi? Parce qu'il a tout réalisé. Parce qu'il a tout réalisé ce qu'il devait réaliser, ouais, ce Ouais. qu'il se proposait de réaliser. Un arhat voulait réaliser le nirvana individuel, ouais, ou la libération individuelle, pratimoksha. Ouais, c'est pourquoi on peut appeler son véhicule le pratimoksha yana, ouais, le véhicule de libération individuelle. Et un Bouddha, c'était avant d'entrer sur la voie de l'éveil, enfin sur l'état de Bouddha, c'était un bodhisattva, donc il voulait réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, quand il obtient l'état de Bouddha, il a réalisé ce qu'il voulait réaliser. Ouais, donc il n'a plus rien à apprendre, vous êtes d'accord? Et donc, quand les individus sur les différentes voies sont sur la voie au-delà de l'apprentissage, c'est la voie des non-apprentis. Ils n'ont plus rien à apprendre de ce qu'ils voulaient apprendre. Ouais, ça joue? Mhm. Ok, très bien. Mais là, il parle de la grande compassion dans le continuum d'un apprenti. Donc là, il parle nécessairement du Mahayana, puisque la grande compassion, elle n'existe que dans le continuum de ceux qui vont entrer dans le Mahayana ou qui sont entrés dans le Mahayana. Ouais, ok. On pourrait dire ça. On pourrait dire à la rigueur, pourquoi pas qu'un Arhat a encore la grande compassion, peut avoir la grande compassion dans son continuum. Pourquoi pas? Mais c'est un non-apprenti. Ouais, parce qu'il est dans il est sur la voie du véhicule fondamental et il a réalisé le final de ce véhicule fondamental.
Ouais, et donc, il va développer la grande compassion. C'est ça qui active le lignage mahayaniste, la grande compassion. C'est ça qui fait que la personne va développer bodhicitta et entrer dans le Mahayana. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok. Donc ici, si on parle de la grande compassion dans le continuum d'un apprenant ou d'un apprenti, on parle nécessairement d'un non-Bouddha. Ouais, ok. D'une personne qui n'est pas un Bouddha pleinement éveillé. Ok. Donc tout ce qui fait partie des réalisations du domaine de la méthode. Ouais, vous savez très bien qu'à chaque fois, dans chaque véhicule, méthode et sagesse. Ouais, ok. N'importe quel véhicule, il y a méthode et sagesse. Et donc, en particulier, dans le Mahayana, la méthode, c'est surtout l'aspect vaste, qui est bodhicitta, la grande compassion, les perfections qui ne sont pas du côté de la sagesse. Ok, ok. Et, et dans Oui. le Vijnana, c'est quoi la méthode? C'est l'éthique, les conduites. Dans C'est quel quoi? Les véhicule? paramitas, c'est ça. Dans quel véhicule? Dans le véhicule fondamental, enfin Oui. le Vijnana, enfin voilà. Eh ben, c'est la compassion illimitée, la bienveillance illimitée, etc. L'éthique aussi en fait partie. Vous avez aussi la non-violence, etc., etc. Ouais. Et il y a quand même des mérites qui sont développés par les personnes qui sont sur le véhicule fondamental, mais des limites qui sont, des mérites qui sont assez limités. Ouais. Comparé aux mérites qui sont développés dans le grand véhicule, dans les Mahayana. Mais il y a toujours méthode et sagesse, ça c'est sûr. Il y a toujours ces deux aspects. Ouais. D'accord. Ok. Et, Eh et par bien, excuse-moi, la sagesse dans le grand véhicule, c'est sur euh, réaliser la vacuité sur le non, sur les phénomènes et sur la personne. Et dans le petit véhicule, c'est que sur les phénomènes ou c'est sur les deux aussi? C'est alors, ce qu'il faut voir, c'est que si on prend le point de vue prasangika, le point de vue de la philosophie la plus aboutie, vous avez trois enfants qui ont une même mère et trois pères différents. Ouais. Donc, vous avez les Shravaka ou les auditeurs, vous avez les Pratyeka Buddha ou les réalisateurs solitaires, qu'on appelle aussi les Swajina, oui, les vainqueurs solitaires, les vainqueurs seuls, on pourrait dire. Ok. Et vous avez les Mahayanistes. Ouais, vous avez trois véhicules, ouais, et trois pratiquants de trois véhicules. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des mérites différents. Donc, les mérites, c'est le père. Ouais, donc ils ont trois pairs différents. Ils ont différents types de mérites différents. Ils ont différentes sommes, différentes accumulations de mérites. Ouais, ça joue ou pas? Ouais, Hmm. si vous avez très peu de mérites, vous êtes un Shravaka. Si vous en avez plus, vous êtes un Pratyeka-Buddha. Si vous en avez encore plus, vous êtes un Bodhisattva ou un Mahayaniste, on va dire. Très bien. Mais ils ont tous la même mère pour le Prasangika, ça veut dire quoi? Ils ont tous la même sagesse de la vacuité. La vacuité qui réalise le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes, nécessairement. Pour les prasangika, ouais. D'accord, donc en fait, ce qui va différencier les DV véhicules, c'est pas la sagesse, c'est la méthode, parce que ils n'ont pas le même niveau de mérite, et donc Oui, pas la même motivation, pas les mêmes mérites, etc. Ouais. il fait qu'ils n'auront pas la bodhicitta et qu'ils pourront pas aller jusqu'au bout de des voies du Mahayana. Oui, s'il n'y a pas bodhicitta, la bodhicitta altruiste, ils ne peuvent pas entrer sur les voies mahayanistes, nécessairement, exactement. Ok, Ouais. merci. Très bien. Mais ça me chiffonne un peu cet aspect-là parce que quelqu'un qui... Non, mais quelque part, quelqu'un qui est dans le véhicule des anciens, donc il peut quand même avoir une super bodhicitta. Je veux dire, il peut quand même avoir un amour pour les autres, une dévotion pour les autres, alors qu'il ne se rattache pas Oui. officiellement à la... Et c'est ça, en fait. C'est comme des catégories qui sont quand même complètement euh, intellectuelles, parce que les gens, ils réagissent... et puis quelqu'un qui est soi-disant dans un grand véhicule peut être complètement égoïste, quoi. C'est- Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelle est la définition de bodhicitta. C'est vouloir s'élever D'accord. soi-même et le bien des autres, alors que ceux qui sont dans le petit véhicule, euh, ils peuvent pas s'éveiller pour le bien de tous les autres. Oui, mais C'est Ce qu'il faut, c'est ce qu'il trop faut vaste. voir, en effet, Donc, c'est que en fait, quand ils on ont une parle... grande, ils ont de la compassion. Hein, ils ont? Pardon? Pardon. J'ai pas Ils entendu peuvent là. avoir de la compassion. Ils peuvent avoir de la compassion pour beaucoup de gens, mais pas pour tous les êtres, ceux qui sont Oui. dans si, le ils petit peuvent les véhicule. Alors, avoir, Ça leur alors qu'ils paraît sont... trop. alors ça dépend. Ça dépend parce que
Alors, ils ont nécessairement de la compassion, de toute façon. Ça, ce qu'il faut Mm. garder à l'esprit, c'est que n'importe quel pratiquant spirituel a nécessairement de la compassion. Ouais, les pratiquants du véhicule fondamental ou du Pratimokshayana, du véhicule de libération individuelle, euh, c'est ont nécessairement la compassion illimitée. Ouais, vous savez qu'il y a les quatre infinis. Ouais, la compassion infinie, la bienveillance infinie, la joie infinie et l'impartialité infinie. Ça, c'est obligatoire. C'est une condition, c'est le minimum syndical. Ça, ils doivent nécessairement l'avoir. Donc, ça veut dire qu'elles vont se dire, puissent tous les êtres, etc., etc. Par exemple, dans le Metta Sutta, par exemple, ce magnifique sutra Pali, le Bouddha mentionne clairement ça. Il dit, vous visualisez que dans toutes les directions, la direction est, la direction sud, la direction ouest, la direction nord, au zénith, au nadir, etc., que tous ces êtres qui peuplent ces directions puissent obtenir le bonheur, les causes du bonheur, etc. Ouais, donc, dans le Metta Sutra, Sutta, avec deux T, parce que c'est en pali, le Bouddha le mentionne clairement. Ouais, et donc, il y a aussi les autres pratiques de compassion illimitée, etc. Mais il y a une différence entre la compassion illimitée et la grande compassion. Ouais, la grande compassion, c'est puissais-je faire en sorte que tous les êtres obtiennent, se débarrassent de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est prendre la responsabilité universelle du sort de tous les êtres, associée à cette compassion. Ouais, tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a des débats hein, sur cette définition de la grande compassion. Ouais, il y en a qui vont dire que la grande compassion, c'est s'adresser à tous les êtres en même temps. Ouais. Et d'autres, je crois que c'est Serme Kenso Losantarchi Rinpoche dans Realizing Bodhicitta, où il dit que la grande compassion, c'est quand on a la compassion infinie plus la responsabilité universelle. Cette responsabilité, quand on parle des sept causes pour développer Bodhicitta, vous connaissez cette méthode, les six causes et un effet? Ouais, ou pas? Oui, Développer Bodhicitta, vous en avez déjà entendu parler? oui, oui. Ça, c'est très, très important hein, de le connaître par cœur, en tout cas de le connaître. Mm, mm. Ouais, la première, c'est quoi? C'est considérer tous les êtres comme nos mères. Ah, d'abord, il y a une base, c'est l'impartialité, c'est-à-dire il y a Oui, l'équilibre entre tout le monde, on est tous égaux, entre guillemets, on a les mêmes aspirations. oui. On Donc considère, l'impartialité, si jamais on s'était embrouillé avec quelqu'un ou qu'on a un problème avec quelqu'un, etc., on doit redévelopper l'impartialité. Si on n'a pas cette difficulté, on n'est pas obligé de passer d'abord par l'impartialité. Mais en effet, elle peut être mentionnée comme étant une base initiale. En effet, l'impartialité. Sinon, ensuite, la première des six causes. considérer tous les êtres comme nos mères, Ensuite, voir leur bonté, oui, par- ensuite avoir de la gratitude pour eux, pour tous vouloir ces leur rendre cette bonté, exactement. Ensuite, développer. Alors, c'est l'amour et après la bienveillance, il me semble. Il y a oui, l'amour déjà bienveillant, puis la compassion. la compassion. Ensuite, Ensuite, prendre la responsabilité universelle, c'est-à-dire se dire que c'est nous-mêmes, on va devenir Bouddha pour pouvoir les aider, en alors fait. pas encore, parce que ça c'est bodhicitta, ouais. Ça c'est le résultat. Donc, donc la responsabilité universelle, c'est vouloir aider tous les êtres, en fait. Se dire, Ouais, je vais le faire, en fait. C'est pas le se voisin. dire, pas seulement puisse, ce serait bien si tous les êtres échappaient à la souffrance et aux causes de la souffrance, ou obtenaient le bonheur et les causes du bonheur, c'est puissais-je faire en sorte à moi seul de le faire. D'accord. Et après, Puissais-je prendre cette responsabilité? Ensuite, on se dit, bah, vu que je suis limité, j'ai déjà même des difficultés à gérer mon propre esprit, comment est-ce que je pourrais aider les autres? Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je dois obtenir la perfection pour aider tous les êtres. Je dois obtenir l'état de Bouddha pour les aider à obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Et donc, ça, c'est bodhicitta, c'est le résultat. mm, Ouais. mm, Ok, et donc juste avant, c'est cette responsabilité universelle qu'on appelle aussi l'intention supérieure, ou, enfin, il y a différentes façons de le traduire. Adhyashaya en sanskrit, c'est la responsabilité universelle. Ouais. Laksam en tibétain. Laksam, prasamba, c'est la pensée supérieure. C'est se dire, puissais-je à moi seul faire en sorte. Ouais. donc, ça veut dire que la différence entre les deux véhicules, par rapport aux quatre infinis, la compassion, l'amour, la bienveillance et l'équanimité, la différence entre enfin, l'inayana et le mayana, c'est que le mayana a Ou la véhicule fondamental et oui, véhicule fondamental et mayana, c'est que le deuxième a la grande compassion, cette responsabilité. Oui, C'est ça. La exactement. responsabilité, oui. Et donc, ils ont tout le reste. Oui, exactement. La grande compassion, ça c'est vraiment fondamental parce que cette grande compassion, dans les traités sur les différents types de réalisations sur la voie,
Ils disent que la grande compassion, c'est ça qui active le lignage mahayaniste. C'est ça qui fait qu'on va se diriger vers le Mahayana et qu'on va développer bodhicitta, ouais, et qu'on va entrer dans les voies mahayanistes. Ouais. Donc bodhicitta, c'est très spécial. Souvent, dans certains cercles bouddhistes, on dit que bodhicitta, c'est l'altruisme, ou que l'altruisme, c'est bodhicitta. Ouais, mais les deux ne sont pas équivalents. Ouais, tous les êtres humains naissent altruistes. Ouais, d'une Mhm. manière ou d'une autre, ils ont une forme d'altruisme. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont bodhicitta pour autant? Est-ce que tous les êtres humains sont des bodhisattvas? Non, regardez les infos, regardez autour de vous, Oui. même en vous, que tous les êtres humains sont des bodhisattvas. Non. Quelqu'un qui a bodhicitta spontané, c'est ça un bodhisattva. Ouais, c'est quelqu'un qui est entré sur les voies mahayanistes. Ouais, c'est pas simplement ce qui fait que une personne entre sur les voies mahayanistes, c'est est-ce que cette personne a pour motivation spontanée, bodhicitta, à chaque fois qu'elle va parler, penser, agir, etc. C'est ça qui fait que cette personne est un bodhisattva et est sur les voies mahayanistes, non? Mhm. Euh, ouais, donc du coup, on peut parler donc de la responsabilité, donc responsable en tant qu'acteur. On devient acteur de la. Alors les autres, c'est plus un côté passif, c'est ça? Oui, se dire puissent tous les êtres échapper à la souffrance. Alors que là, c'est puissais-je, moi, faire en sorte qu'ils échappent à la Voilà, souffrance. c'est ça. C'est On ça devient la acteur de différence. le. Ok, Tout à ok, fait. ok. Ça, je n'avais pas jamais compris ça comme ça. Ok. Ouais. Et donc, s'il y a cette responsabilité universelle plus la compassion, à ce moment-là, cette compassion, dans certains textes, comme c'est décrit, elle devient la grande compassion. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et donc, forcément, cette grande compassion n'est pas la caractéristique saillante des pratiquants du véhicule fondamental, puisqu'ils se disent, moi, je vais obtenir le nirvana, c'est déjà pas mal. Ouais, le nirvana individuel. Hmm. Ok, très bien. Mais comme on l'a dit, attention, un pratiquant du véhicule fondamental a nécessairement la compassion, a nécessairement la Hmm. bienveillance, a nécessairement la non-violence, etc. Ouais, ça, c'est très, très important. Ok, Mhm. donc il est presque l'heure. Vous avez encore un peu de temps ou pas? Oui. Ok, donc juste pour finir ce Pas beaucoup, passage-là. hein, mais Ok, ouais. donc juste pour finir ce passage-là, donc l'aspect répulsif, etc., tout ce qui fait réalisation, là, d'un apprenant, etc. Donc, tout ce qui fait partie des réalisations du domaine de la méthode ne peuvent être correctement posées comme étant des suppositions correctes puisqu'elles dépendent d'expériences survenues par la méditation. Ne peuvent pas non plus être posées comme des cognitions fausses parce qu'elles ne sont pas affectées par des causes d'erreur et qu'il est aisé de comprendre en quoi elles ne sont aucune des autres, ouais, des cognitions, des inférentiels, etc. C'est ce qu'il me semble et cela doit être analysé, dit Geshe Jampel Sampel. Ouais. Et donc, juste pour vous préparer pour la fois prochaine, les conditions telles que les absorptions méditatives sur l'aspect répulsif, la grande compassion ou bodhicitta sont des consciences, mais ne seraient pas incluses dans les 7 genres de la division septuple. Mais si vous regardez vers les pages 162, 163, 164 du même livre, vous verrez qu'il y a des débats par rapport à ça. Ouais, par exemple, les absorptions sur le répulsif, il y a des débats par rapport à ça. Certains vont dire elles sont erronées parce qu'il n'y a pas des cadavres partout sur la planète Terre, sauf dans des films d'horreur. Ouais, donc elles sont erronées. D'autres vont dire non, puisqu'elles sont issues de la méditation, elles ne peuvent pas être erronées. Ouais, tout ce Mhm. qui est une réalisation issue de la méditation est nécessairement non erroné. Parce qu'un Bouddha doit maîtriser toutes les absorptions issues de la méditation, toutes les réalisations issues de la méditation, et un Bouddha doit nécessairement avoir des cognitions non erronées. Donc certains vont dire c'est erroné parce que c'est l'apparence claire d'un non-existant, il n'y a pas des cadavres partout sur la planète. D'autres vont dire c'est nécessairement non erroné parce que c'est une réalisation. Enfin, c'est une absorption issue de la méditation. Issue de la méditation, ça veut dire que c'est une réalisation. Et donc, si c'est une réalisation, comment est-ce que ça pourrait être erroné? Ouais, si c'est une réalisation directe. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on est susceptible de réaliser dans la méditation, c'est une autre conscience et enfin, ça correspond à cette huitième conscience, en fait. C'est ça? Alors, c'est difficile à dire parce que certains vont dire que oui, ce n'est pas nécessairement inclus dans la division septuple, c'est ce que dit Geshe Jampel Sampel, mais par exemple, je me souviens une fois, Vénérable Geshe Jampel à Nalanda, l'abbé de Nalanda, avait parlé de ça dans le Lamrim. Il avait dit que la bodhicitta, par exemple, enfin n'importe quelle cognition doit entrer dans les sept, hein, dans la division septuple. Et il avait dit que la bodhicitta, c'était une cognition subséquente conceptuelle.
Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça ne peut pas être direct. Si on prend le point de vue de la Visamaya Alamkara, qui n'est pas prasangika en général, qui n'est pas interprété du point de vue prasangika, la bodhicitta, à ce moment-là, n'est pas directe et malgré tout, elle réalise son objet. Mais d'autres vont dire que c'est très difficile de dire que bodhicitta réalise son objet parce qu'il faudrait réaliser l'éveil et réaliser ce que sont tous les êtres, l'infinité des êtres. Donc, ça pose question. Donc, même ne serait-ce que réaliser conceptuellement ce qu'est l'éveil, pourquoi pas, à la rigueur, on pourrait dire conceptuellement. Ouais, mais si on dit que bodhicitta est non conceptuelle et qu'elle réalise son objet, ça veut dire qu'il faut réaliser, parce que bodhicitta, c'est aspirer à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, si on dit que bodhicitta est non conceptuelle et réalise son objet, ça veut dire que bodhicitta réalise ce qu'est l'éveil déjà. Avant même d'obtenir l'état de Bouddha, on réaliserait l'état de Bouddha. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Ouais, donc on en reparlera la fois prochaine parce que nos neurones sont déjà grillés pour la journée. Donc, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Et on essaiera de reprendre tout ça pas à pas, parce que là, on a parlé de plein de choses diverses et variées. On va essayer de reprendre tout ça. Et ce soir, les débats pour terminer les isolats. On va essayer de juste débattre un petit peu sur certains isolats, pas de manière très détaillée, parce que la dernière fois, ça a été très vite en plus. Et on va essayer de récapituler certains points qu'on a évoqués au cours de toute cette saison sur Dura, ouais, sur les compagnons de thème pour conclure cette partie-là de notre saison 6 et ensuite pour entamer les débats sur l'ORIC à partir du 18 avril. Ouais, ça marche? Ok, Merci. donc ce soir, c'est bien Merci. 20h30 et je vous enverrai sur le WhatsApp le bon lien Zoom. C'est pas le même lien que celui qu'on a maintenant. Ouais, ok, très bien. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Excellente journée. Très bien. Bonne À tout Merci. bientôt. Au Merci, revoir. merci. Merci. Au revoir. Ciao.